Après la Première Guerre mondiale, la ville de Grenoble ambitionne de devenir une métropole. Elle ouvre de grands axes de communication, crée des places, des équipements sociaux et sportifs, prépare l'aménagement d'un aéroport. Son désir d'ouverture se concrétise sous l'impulsion de son maire, Paul Mistral, avec l'ouverture, le 21 mai 1925, de l'Exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. L'idée d'un téléphérique à Grenoble est proposée lors de cette exposition par Paul Michoux, vice-président de la Chambre d'industrie touristique, et Paul Mistral, maire de la ville de Grenoble. Tous deux aspiraient au développement touristique de la région. Tout naturellement, le site de la Bastille, autrefois fort militaire, fut choisi. Ce téléphérique est édifié et inauguré en 1934 par Léon Martin, nouveau maire de Grenoble. Un téléphérique, c'est un transport par câble aérien. Il y a deux systèmes. En 1934, on avait un système léchère. C'était un système va-et-vient. Les cabines roulaient sur les câbles porteurs. Elles montaient et elles redescendaient. De 1934 à 1976, on a gardé ce système. Depuis 1976, c'est un téléphérique pulsé, un mouvement unidirectionnel et continu. Donc on ne s'arrête jamais. Sur les appareils classés téléphériques, on a des câbles porteurs, ce sont des câbles lisses sur lesquels roulent les cabines. C'est des galets qui roulent simplement sur le câble. Et il y a un câble tracteur. Les cabines sont verrouillées sur le câble tracteur. Ce câble les tire à la montée, puis on les retient à la descente. Le système de tension, c'est la tension des câbles porteurs. Ils sont amarrés en bas sur la structure de la gare. Et à la Bastille, il y a des gros massifs en béton qui font 46 tonnes chacun. Ça nous permet de tenir la tension des câbles porteurs. Le câble tracteur, lui, a un contrepoids de 24 tonnes. En 1934, il y avait deux cabines de 15 places chacune. Elles étaient accompagnées d'un cabinier parce qu'il y avait la possibilité de freiner la cabine en cas de défaillance. Il y avait un système de radiocommunication déjà à l'époque. En 1951, nous avons gardé le même système et on a changé les cabines pour augmenter la capacité à 21 personnes. En 1976, nous avons rénové l'appareil, nous avons changé la gare du bas et les cabines. Le concepteur a voulu donner une idée de bulles de champagne qui s'échappaient de la gare. Donc la gare est tout en verre et les bulles bien rondes comme des bulles de champagne qui s'évaporaient. Ce formidable patrimoine mécanique qui berce le quotidien des Grenoblois depuis 1934 exige une vérification régulière de ces installations. Ainsi, chaque jour, avant que le téléphérique ouvre au public, le personnel effectue un rituel de contrôle technique et mécanique. Le téléphérique fonctionne grâce au personnel. Le personnel, ce n'est pas que le personnel apparent au public, qui est le personnel d'accueil, donc le personnel de conduite. Il y a aussi deux autres équipes. Une équipe qui s'occupe précisément de l'entretien de la machine et un autre service qui s'occupe de l'entretien du patrimoine de tous les bâtiments qui sont afférents au téléphérique. Le premier service à arriver le matin, c'est le service entretien. C'est celui qui va regarder que tout aille bien au niveau du téléphérique. La première chose qu'on fait, c'est on fait un voyage à vide pour être sûr que tout aille bien sur la ligne. On en profite aussi pour regarder l'alignement des câbles avant que le service conduite arrive, qui vérifie que tout a été signé au niveau d'un planning qu'on a. Si tout a été signé au niveau de l'entretien, c'est qu'on peut ouvrir. Le service conduite se compose d'un conducteur. Sa fonction principale elle est de faire attention à son installation, donc conduire son téléphérique en fonction de la météo, du vent, des intempéries. Le conducteur est assisté aussi par son agent de quai qui se trouve en gare supérieure, qui lui a fonction aussi de vendre des tickets et bien sûr de faire attention aux organes de sécurité de la station supérieure. Sur les téléphériques, ce que l'on redoute le plus, il y a deux choses. C'est la perte d'adhérence du câble tracteur sur la poulie motrice. La perte d'adhérence, ça voudrait dire que l'on ne puisse plus ralentir ou freiner les cabines. Puis il y a aussi une chose, on a deux freins. On redoute un peu le cumul des deux freins. Il ne faudrait pas que les deux freins tombent tous les deux à la fois. On provoquerait un gros freinage et on risquerait de dérailler les câbles. Donc pour répondre à ces deux défaillances possibles, l'adhérence du câble tracteur sur la poulie, on fait des contrôles toutes les semaines, on surveille les contrepoids, on s'attarde bien à veiller la position et la libre rotation du contrepoids.
Après, pour combattre le cumul des deux freins, il y a un automate qui gère tout ça. C'est tout totalement sécurisé. Le téléphérique de la Bastille affiche un des fonctionnements horaires les plus importants au monde. Pour cela, le téléphérique fait une trêve tous les mois de janvier pour effectuer des contrôles approfondis et des travaux de maintenance imposant sa fermeture. Ce qui concerne la poulie retour qu'on a changée en station supérieure, une poulie de 3 tonnes 250 et de 4,25 mètres de diamètre. Elle a été déposée à la tronche par le biais d'un camion. Elle a été reprise par un camion plus petit. Ensuite, on est arrivé en dessous de la Bastille à l'entrée de la porte du fort. Il a fallu la hisser par-dessus l'ouverture de la porte en bois, où il y a l'ancien pont-levis, la descendre sous la gare, la poser et la reprendre avec un tire-fort hydraulique. Nous, on l'a repris avec 2 tire-forts manuels pour pouvoir l'incliner. On l'a posé sous le lorry et on l'a hissé avec 3 tire-forts pour la diriger et la centrer. Le contrôle du câble tracteur, c'est une magnétographie. Ça consiste à faire une radio du câble pour voir si des brins internes ne sont pas cassés. On ne verrait pas l'extérieur. Donc c'est un câble qui est de 2003, qu'on vérifie la première année, la 4e année, la 7e et la 10e. Une fois qu'il a 10 ans, tous les ans, on fait un contrôle annuel. Pour le contrôler, il faut libérer ces cabines qui sont pincées sur le câble. On les cale dans l'arrondi de la gare au niveau du rail pour libérer le câble et lui faire une pleine bobine en radiographie. Ici, on est dans la machinerie. C'est à partir d'ici qu'on fait tourner l'installation. On a un moteur électrique, ici en bleu, et ce moteur est couplé à un arbre qui fait tourner ses courroies, et ces courroies font tourner l'arbre lent. Le réducteur, il va démultiplier la force du moteur électrique pour pouvoir entraîner la poulie qui est au-dessus, qui va servir à faire tourner le câble. Ça, c'est notre moteur de secours. Il peut arriver un jour qu'il y ait une coupure de courant, et qu'il faille évacuer les gens qui sont en ligne. Et donc, on va se servir de ce moteur de secours, puisque celui-là, n'étant plus alimenté en électricité, ne pourra plus nous permettre de faire tourner le cardan qui entraîne la poulie, qui fait tourner l'installation. Le pylône, on y va une fois par semaine pour faire du graissage essentiellement. On graisse ce qu'on appelle les axes et sabots. On peut y aller également pour changer des galets, c'est une sorte de petits trous sur lesquels passe le câble tracteur. Au mois de janvier, durant la période de fermeture au public, on fait toutes les vérifications plus en détail de tous les éléments du pylône. Les cabines sont contrôlées quotidiennement, tous les matins après le voyage d'essai. On contrôle l'entrebâillement des portes, qui doit être de maximum 11 cm, ainsi que la propreté des vitrages. Et on vérifie que l'antenne de détection porte, qui sert à arrêter l'installation si jamais les cabines sortent de la gare porte ouverte, soit bien droite. Les cabines ont une durée de vie sur le câble qui est de 4 ans, donc 16 000 heures. On tourne en moyenne 4 000 heures par an. Passé ce délai, elles sont complètement désossées et envoyées en rénovation. On a un service entretien qui sert à faire des réparations sur le téléphérique, suivant un planning qu'on a établi. Par exemple, tous les 3 jours, on a l'essai du moteur thermique et on a aussi des choses qui se calculent par heure. Toutes les 200 heures, on doit changer les cabines de place parce que des pinces vrillent le câble. Donc on essaye de les déplacer un petit peu pour pouvoir éviter ce vrillement de câble. La sécurité au téléphérique de Grenoble, en tant que moyen de transport de personnes, nous avons le devoir de les amener d'un point A à un point B en toute sécurité. Nous avons mis en place un certain nombre de sécurités officielles en remontée mécanique, telles que des barrettes, un DRVA qui vient contrôler ces barrettes en cas de déraillement, et un tas d'appareils avant qui viennent contrôler et nous donner des indications sur le sens et la force du vent. Les conducteurs donc sont amenés à faire varier la vitesse d'exploitation en fonction de ces paramètres. La sécurité au téléphérique de Grenoble est comme dans toute remontée mécanique. Nous sommes soumis à des règlements écrits par un organisme d'État. Celui-ci nous soumet à des réglementations strictes au niveau de la sécurité et des périodicités d'entretien sur la machine. Chaque année, au mois de janvier, nous fermons un mois pour suivre cette mise en sécurité et suivre les cycles d'entretien de la machine. Je vais vous parler des équipements individuels de protection, on appelle ça des EPI. C'est pour prévenir des risques au travail. Il y a des risques de chute en hauteur, suspendus au pylône ou sur les cabines. Et il y a aussi des risques liés à l'atelier, donc ce n'est pas les mêmes équipements. À l'atelier, par exemple, il y a des EPI qui sont des casques, des gants, des casques anti-bruit, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection. Tout ça, c'est pour travailler en sécurité. Et quand on travaille en hauteur, il y a tous les équipements qui nous protègent des chutes. Donc ça va être un harnais anti-chute, un casque, une sangle et 2 longes avec des crochets pour pouvoir s'accrocher en hauteur et toujours être attaché. Tous les ans, on s'entraîne à un exercice de sauvetage. Cette année, on les a arrêtés au milieu de l'Isère, côté descente.
Ça change tous les ans. L'année dernière, ça s'est fait de nuit. D'autres années, ça se fait à d'autres endroits du câble. Ça se fait en partenariat avec les pompiers, le Grimpe. Eux, ils sont habilités à évacuer les gens des cabines. Le téléphérique s'arrête. On met à disposition une nacelle de sauvetage qui est sur le pylône. On soulève cette nacelle, on l'installe sur le câble. Les pompiers prennent place avec tous les moyens d'évacuation. Et à partir de là, on descend la nacelle sur le câble tracteur. Elle roule jusqu'aux cabines. Cette année, ils ont évacué verticalement 3 victimes qu'ils ont réceptionnées sur un canot pneumatique au milieu de l'Isère. La Bastille, c'est pas que le téléphérique, c'est aussi cette petite montagne fortifiée qui rentre jusque dans Grenoble et qui rejoint le parc naturel et régional de la Chartreuse. Et cette petite montagne fortifiée, c'est un des lieux de prédilection de promenade. Et c'est également le plus grand site touristique de Grenoble et de l'Isère. C'est près de 300 000 personnes qui prennent le téléphérique cette année. Et au total, on arrive à 600 000 personnes sur le site de la Bastille. Donc, comme c'était le plus grand site touristique de l'Isère, on a souhaité l'ouvrir à tous. Et notamment, on a porté tous nos efforts sur son accessibilité. C'est ainsi qu'on a, depuis 2005, entrepris des grands travaux et que les différents espaces du Fort Sommital et les différents niveaux sont accessibles parce qu'on a installé des ascenseurs et des rampes à toutes les personnes, notamment en fauteuil. Et toutes les fois qu'on aide les personnes en fauteuil à visiter un site, ça permet aussi aux familles avec les poussettes ou aux personnes qui ont du mal à marcher de visiter également. Mais l'accessibilité ne doit pas être que physique, mais également sociale, culturelle, sportive. Faire en sorte que tout soit ouvert sur cette montagne, notamment à la découverte et à la pratique d'activités. C'est ainsi qu'on a ouvert le premier centre d'art contemporain de la Bastille. Il reçoit régulièrement entre 15 000 et 20 000 visiteurs par an. Et toute nouveauté, l'ouverture en octobre 2009 du musée des troupes de montagne, qui lui, dans une casemate rénovée, accueille une exposition permanente autour de ce métier des hommes dans la montagne et des combattants de la montagne depuis 1888. Et ce musée a accueilli près de 30 000 personnes. L'aspect culturel continue avec l'installation de tables d'interprétation qui permettent aux visiteurs, en plusieurs langues, de découvrir la construction de la Bastille, c'est les diverses étapes de la construction depuis les Diguières jusqu'à Axaux, qui permet également de découvrir le paysage urbain et montagneux et qui explique aussi bien la création des Alpes que le développement de la ville de Grenoble à travers ces différentes industries. Au-delà d'une simple balade, ce site permet la découverte de toute une région.